L'entente entre le Québec et Terre-Neuve annoncée hier sur l'hydroélectricité fait couler encore beaucoup d'encre aujourd'hui. On en parle énormément. Si plusieurs pensent que cette transaction ne fait que des gagnants, d'autres commencent à évoquer le coût élevé des tarifs d'électricité pour le Québec dans le cadre de cette transaction-là. Alors, nous demandons à notre panel ce qu'ils pensent de cette question et de tout ce qui touche l'actualité. Voici donc Christine Saint-Pierre, Rodolphe Husinet, Gilles Duceppe et Farouk Karim. Bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons justement par cette entente qu'on peut qualifier d'historique entre le Québec et Terre-Neuve. Il y a des observateurs qui disent que c'est gagnant-gagnant pour les deux provinces. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Commençons par vous. Tiens, Christine. Moi, je trouve que c'est une entente qui est excellente parce que plus on avançait dans le temps, je pense que moins le Québec avait les moyens de pouvoir renégocier l'entente. Le fait de le faire maintenant, de s'assurer aussi qu'il y ait du développement de mégawatts, et ça, c'est absolument important pour le Québec. Si le Québec veut poursuivre son développement économique, c'est peut-être pas parfait, c'est une entente de principe, mais je dois dire, à mon avis, que c'est un excellent coup de la part de M. Legault. Gilles, c'est pas parfait, mais c'est prometteur. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christine. Et j'ajoute à cela que tant Terre-Neuve, Labrador, que le Québec devra s'entendre avec les Inuits, de la façon que le Québec s'est entendu, par exemple, avec les Cris pour les Naskapi pour la baie James. Alors, il faut faire cela, et c'est prévu dans l'entente. Moi, je pense que c'est excellent. Il faut se rappeler, par ailleurs, ceux qui à Terre-Neuve disaient que la première entente était épouvantable, c'est Terre-Neuve qui avait demandé à l'époque d'avoir une clause de reconduction automatique s'il n'y avait pas une entente en 2008 de mémoire, là, menant jusqu'en 2041. Or donc, c'est eux qui le demandaient, ils l'ont eu. Est-ce que ça s'est avéré ça a rapporté moins à Terre-Neuve qu'ils espéraient, bien sûr. Par ailleurs, Québec avait pris beaucoup de risques au début. Là, maintenant, ça va être une entente qui va être plus équilibrée et les deux parties, je pense, sont satisfaites. Farouk, est-ce qu'on rectifie un peu les choses avec cette entente-là? Ouais, moi, je me suis beaucoup intéressé du point de vue de Terre-Neuve, qu'on connaît moins, parce que dans leur mythologie à Terre-Neuve, ils se sont fait avoir. Et c'était important qu'on règle une iniquité selon leur point de vue. Et selon ce point de vue-là, le geste du premier ministre Ferry, je crois que c'est un coup de circuit là, pour sa popularité domestique, pour l'intérêt de Terre-Neuve. Il faut aussi dire qu'il va en élection dans la prochaine année, donc on n'est pas, c'est pas une coïncidence que ça se règle maintenant. Donc il y a aussi, ça ouvre aussi une nouvelle voie diplomatique avec Terre-Neuve. Donc c'est une entente sur l'énergie, c'est une entente économique. Mais moi, je pourrais aussi parler d'entente culturelle. On dit souvent que le Québec est une société distincte au Canada, ce qui est tout à fait vrai. Je vous dirais que la deuxième société distincte au Canada, si on pouvait les mettre dans l'ordre, c'est bien Terre-Neuve, par son caractère insulaire, le fait que c'est la dernière province à rentrer dans la Confédération. Il y a une culture particulière à Terre-Neuve. Il y aura intérêt entre le Québec et Terre-Neuve d'ouvrir ses voies diplomatiques sur la culture et pour défendre l'expression de la diversité culturelle au pays. Intéressant. Êtes-vous d'accord avec ça, Rodolphe? Oui, écoutez, moi, je vois difficilement, si ça avait été un parti québécois au pouvoir, ou en tout cas un parti libéral du Québec au pouvoir, d'avoir fait une entente différente. Vous savez, oui, le Québec a pris énormément de risques au début. Ça demandait bien évidemment un rendement, mais on était rendu au point où on ne pouvait pas comme ça avoir 15% de notre électricité au Québec et avoir cette imprévisibilité. L'entente se terminait en 2040. Maintenant, on aura en tout cas une entente qui est renouvelée, oui, à des meilleures conditions, mais en tout cas pour Terre-Neuve. Mais ça veut aussi dire que l'augmentation de la production à la fois à Churchill Falls, un nouveau barrage possiblement à Golden Island. Donc, je pense que c'est tout à fait satisfaisant d'avoir comme ça beaucoup plus d'électricité. Parce que, écoutez, la réalité, c'est qu'on a besoin d'électricité au Québec. On n'arrête pas de dire qu'on doit choisir entre cette entreprise et cette entreprise. Donc, il faut s'assurer en tout cas qu'on a des accords à long terme en termes d'électricité de Terre-Neuve et Labrador vers le Québec et peut-être de fermer ce dossier en termes d'irritants dans les relations provinciales.
Bien, je reste avec vous, Rodolphe. Quel impact ça risque d'avoir? Christine l'a évoqué là, rapidement. Quel impact ça aura pour M. Legault? Est-ce que c'est un bon coup pour lui, M. Legault, qui n'arrive pas à remonter dans les sondages, dans les intentions de vote? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça aurait été le seul accord, je vous aurais dit que oui, c'est historique et oui, M. Legault rentre dans les livres d'histoire. Le problème, c'est qu'il y a eu Nordvolt il y a un an. Donc maintenant, on se demande, OK, à Nordvolt, c'était peut-être pas un bon accord, puis on est en train de voir les résultats. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'avec Terre-Neuve et Labrador, ça a l'air d'être un bon accord en termes de tout le monde est gagnant-gagnant. Mais c'est vrai qu'avec Nordvolt, ça va être un peu un gros astérix aussi en termes du bilan de M. Legault. Christine, donc ça ne va peut-être pas faire oublier Nordvolt, ce bon coup de M. Legault. Oui, Nordvolt et peut-être d'autres dossiers aussi, la santé, l'éducation, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas très bien. Il y a des correctifs à apporter en plusieurs endroits. Il y a le déficit aussi qui est très important, le budget de M. Girard qui va venir au printemps. Alors, on est à 2 ans des élections aussi, il faut le dire. Alors, mais pour le moment, je pense que M. Legault va passer un très beau temps des fêtes. J'aimerais qu'on parle, si vous voulez bien, aussi de cette rumeur, qui en est plus ou moins une, là, cet article qu'on a lu dans le Globe and Mail cette semaine, qui disait que M. Trudeau est en train de courtiser Mark Carney pour peut-être le remplacer Chrystia Freeland aux finances. Est-ce que vous y croyez? Gilles, la parole est à vous. Est-ce que vous y croyez à ça ou c'est simplement une rumeur? Moi, je ne sais pas, là. Écoutez, il faudrait savoir si, effectivement, M. Trudeau a posé de tels gestes, si M. Carney est intéressé aussi dans la situation actuelle. Je suis pas si sûr que ça qui va arriver avec l'élection qui s'en vient. Et le Parti libéral est en fort mauvaise position. Cependant, c'est un peu curieux d'entendre M. Poilievre critiquer M. Carney de cette façon tous les jours, alors que c'est Stephen Harper qui l'a nommé à la tête de la Banque du Canada en 2008 et qui l'a chaleureusement félicité en 2011 quand M. Carney a été nommé à la tête du groupe de stabilité financière au niveau international. C'est un groupe au niveau international parrainé par le G20. Or, c'est M. Harper qui avait choisi Carney. Or, est-ce qu'il a tellement changé depuis cette époque? Je pense que c'était toujours un peu les mêmes politiques. On peut être d'accord ou en désaccord, mais on ne peut pas nier la réalité et le passé. Qui a nommé qui a félicité qui. Alors maintenant, on verra bien l'énoncé économique, mais j'ai l'impression qu'on va avoir des milliards de déficit et que cette stupide décision sur la TPS et le 250 $ aideront pas les libéraux. Farouk, est-ce que Mme Freeland va payer le prix de cette mauvaise situation financière au Canada et est-ce que c'est M. Carney qui va la remplacer? Mais on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Clairement, l'article du Globe and Mail auquel vous faites référence, c'est des sources directement du bureau du premier ministre. Pour avoir un peu travaillé en tant qu'attaché de presse, on comprend que c'est le premier ministre lui-même qui coule cette histoire-là et donc qui envoie sous le boss sa propre vice-première ministre et ministre des Finances à l'aube de la mise à jour économique. En termes de communication politique, là, on repassera. Je comprends mal la stratégie parce que même si M. Carney, disons qu'il a accepté dans les coulisses et qu'on attend juste le remaniement pour faire le tout, je trouve que c'est quand même une mauvaise histoire là, à la veille de la mise à jour économique. Une chose semble claire, c'est que la volonté du premier ministre semble être d'enterrer la dernière année économique avec Mme Freeland et de recommencer à neuf. C'est peut-être ça qu'il envisage. Donc, lui faire porter le chapeau, finalement. Il me semble qu'il est un peu trop tard, là. Oui. Gilles, est-ce que M. Trudeau va faire porter le chapeau à Chrystia Freeland? Est-ce que c'est ça? Oui, écoutez, c'est très difficile de prévoir ce que M. Trudeau va faire. Il faudrait savoir s'il le sait lui-même, première des choses. Deuxième chose, je vous dirais que moi, mon philosophe préféré s'appelle Yogi Berra, puis il disait qu'il ne faisait jamais de prédictions, surtout celles concernant l'avenir. Oui, il disait aussi, c'est pas fini tant que c'est pas fini, hein, M. Gilles? Alors, Christine, si c'était vrai, là, si ça s'avère tout ça, où irait Mme Freeland, vous pensez? Santé, affaires étrangères, si elle doit bouger? Bon, je ne sais pas où elle irait, mais si j'étais à sa place, moi, je partirais. Parce que Monsieur Trudeau l'avait vraiment, à mon avis, l'envoyé en dessous des roues d'autobus là, cette semaine. Ça avait commencé avec elle. Les sources qui émanaient de son bureau, 10 de son entourage, 10 personnes qui ont dit au Globe and Mail qu'elle était
totalement en désaccord avec les dernières mesures là, que M. Trudeau voulait imposer et qu'elle ne voulait pas ça, puis qu'elle voyait son déficit grossir davantage. Alors moi, j'y crois beaucoup à M. Carney. Il est peut-être pas connu du grand public, pas connu de la population, mais il a une crédibilité énorme. Et Justin Trudeau a besoin là, de donner un énorme coup de barre. Alors, si M. Carney est prêt à jouer, et c'est son semble dire, là, ça me fait toujours rire, moi, quand je lis des sources qui ne sont pas autorisées à parler, là, c'est parce que je pense qu'on peut savoir c'est qui la source, mais je pense que M. Carney a donné une indication qu'il était prêt à contribuer et à sauter dans l'arène politique. Rodolphe, est-ce que Justin Trudeau a besoin de Mark Carney en ce moment? Écoutez, oui, ça pourrait peut-être d'une certaine façon recommencer, mais je ne vois pas pourquoi M. Carney voudrait être rentré dans le gouvernement, parce que, premièrement, ça va ternir sa réputation, parce que le bilan de M. Trudeau, le moment que M. Carney devient ministre, le bilan de M. Trudeau devient le sien. Deuxièmement, si M. Carney n'a pas le mandat de couper et de continuer à dépenser, ça va encore faire mal, bien évidemment, à sa crédibilité ou quoi que ce soit. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi, si on veut être calife à la place du calife, on ne va pas aider, en tout cas, le calife. On reste en distance. Et Mme Freeland, je pense que sa crédibilité est très heurtée. Si elle voulait, en tout cas, succéder à M. Trudeau, elle doit penser sérieusement à quitter pour mettre un peu de distance avec M. Trudeau parce que, comme mes collègues viennent le dire, elle s'est fait jeter sous l'autobus. Oui. Les premiers ministres de province ont rencontré Justin Trudeau, encore une fois, là, deux fois en 2 semaines ou à peu près. On sent que peut-être le premier choc après la menace de Donald Trump, le premier choc est peut-être passé. On sent que le ton commence à changer un peu. On a vu le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, commencer à dire, écoutez, nous aussi, on est capable de couper l'énergie, par exemple, aux provinces limitrophes de l'Ontario. Alors, nous aussi, on est capable de réagir. C'est ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'on a l'impression, donc, que le ton change en ce moment? Commençons avec vous, tiens, Gilles. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'entente entre les premiers ministres. M. Legault a raison quand il dit qu'il faut protéger correctement les frontières, ce que le fédéral n'a pas fait. D'autre part, je pense que la position du Sénat sur la gestion de l'offre, c'est épouvantable cette semaine. Voilà des gens non élus là, qui remettent en question des décisions démocratiques de la Chambre des communes. Pendant que les députés siègent et prennent des votes démocratiques, eux, ils trônent sans être élus. Moi, j'ai été 21 ans député à Ottawa. J'ai jamais su qui était le sénateur en place. Alors, il y a des gens qui, personnellement, sont très bien, comme Mark Gold, par exemple, président du Sénat. Mais il y en a d'autres qui sont suffisants et prétentieux, comme les Harder et Beams, qui mènent la lutte pour faire en sorte que la gestion de l'offre ne fasse pas partie de la position de négociation du Canada. Ça, c'est majeur. Est-ce que ça sera l'exception culturelle par la suite? C'est sur ça que les premiers ministres devraient s'entendre, plutôt que de parler de représailles, tout au moins protéger ce qui est acquis actuellement. Bon. Rodolphe, tiens, est-ce que les premiers ministres ont raison, dans certains cas, comme dans le cas de M. Ford, de monter le ton? Est-ce qu'ils devraient parler d'autre chose, comme le dit Gilles? Écoutez, c'est une dynamique qui est très difficile et en tout cas parce qu'on a l'impression que M. Doug Ford est devenu un tout petit peu capitaine Canada d'une certaine façon donc, concernant ces négociations parce que c'est lui qui sort et en tout cas qui a mis à la fois le fait de dire qu'on négocie sans le Mexique et maintenant de dire qu'on coupe l'énergie pour que François Legault et Mme Danielle Smith en Alberta disent non, on va pas en tout cas fermer l'énergie ou quoi que ce soit. Moi, je pense que la position la plus sage pour l'instant, ce serait de sécuriser la frontière, de montrer en tout cas des actions très, très concrètes. Et je pense que le premier ministre François Legault et les autres premiers ministres demandent en tout cas un plan fédéral. Actuellement, entre maintenant et le 20 janvier, je pense que tout devrait être fait concernant en tout cas la frontière, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se préparer en coulisses pour une liste de tarifs, en tout cas de réussir à faire contrepoids si les Américains font, mais de peut-être pas le dire, en tout cas, si publiquement comme M. Doug Ford l'a fait. Il reste très, très peu de temps, malheureusement. Christine, on a commencé avec vous. Finissons avec vous. Est-ce que tous les premiers ministres parlent d'une même voix?
Non, pas tout à fait. Et je pense que ce serait une bonne chose qu'ils parlent d'une même voix. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait sur le terrain. J'assistais ce midi à une conférence de Mme Mélanie Joly. Elle a passé plusieurs jours à Washington, a rencontré plusieurs personnes, des démocrates, des républicains. Et semble-t-il que M. Trump, à Mar-a-Lago, s'est intéressé à la question du Nord, de l'Arctique, la défense de l'Arctique, la SPAC, l'achat de brise-glace. Donc, il y a encore des choses qui se passent puis dont on n'est peut-être pas tout à fait au courant encore. Effectivement. Merci beaucoup encore une fois, vous quatre, c'était très intéressant. Merci, bon week-end, bonne fin de semaine, joyeuses fêtes.